Pourquoi est-ce qu'on aime les méchants? Pour leur classe, pour l'intérêt qu'ils donnent à l'histoire via la menace qu'ils représentent, ou bien car parfois ils nous amènent à nous poser de vraies questions. Si certains antagonistes peuvent très bien fonctionner en tant que simples forces du mal, qui sont méchants pour être méchants, on a tendance aujourd'hui à préférer les vilains qui trouvent une certaine justification dans leurs actions, des personnages qui, via leur histoire, arrivent à provoquer de l'empathie, voire même à nous faire comprendre leurs actions, jusqu'au point où certains n'hésitent pas à se ranger de leur côté. Le personnage du Joker, pourtant fondamentalement incompris, car érigé à tort en symbole de révolution, en est le parfait exemple. Certains n'hésitent pas à dire qu'enfant on encourage Batman et qu'adulte on comprend le Joker. Une conception simpliste et un peu edgy des deux personnages, mais ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Reste que des méchants qui ont des motivations respectables ou justifiées à leurs yeux, il en existe réellement. Ça porte même un nom, le syndrome Magneto, tiré du méchant des X-Men du même nom. Quand on parle de Transformers, le grand public pense aujourd'hui facilement à la saga d'action de Michael Bay et à son scénario qui tient sur un post-it, où les plus anciens se souviennent peut-être de leurs jouets dans les années 80 et du dessin animé et film d'animation qui ont servi à les vendre. Si ces derniers ont mal vieilli, enfin pas trop le film mais surtout le cartoon, on pouvait y trouver une dimension épique de science-fiction décomplexée, rendant nostalgique ou valant encore le détour aujourd'hui. Pourtant, personne en dehors des cercles de fans ne pense que l'univers Transformers peut traiter de sujets politiques et de vraies questions sociétales. Pourtant, les lecteurs de comics ou certains enfants des années 80 et 90 ont pu voir apparaître des mentions d'écologie, d'origine plus nuancée de la guerre cybertronienne, et ça depuis le départ. La guerre des ressources entre Autobots et Decepticons fait bien évidemment écho aux angoisses de l'époque suite au choc pétrolier, faisant de l'énergie des Transformers, l'énergon, le principal moteur de l'action des deux premières saisons. Et dans les années 90, ce sont davantage certains thèmes d'environnement qui ont été survolés dans Beast Machine par exemple, mais aucun média n'a autant fait évoluer la licence que les comics, et en particulier ceux publiés par l'éditeur IDW, en apportant pour la première fois une vision très nuancée du conflit cybertronien, avec une origine tragique pour Megatron. Ils ont été essentiels pour faire entrer Transformers dans quelque chose de plus complexe, sans pour autant en délaisser les aspects plus fantaisistes. Et ça nous amène donc en 2024, avec Transformers One, un film qui nous présente la descente aux enfers de D16, un mineur trahi par un système et un leader en qui il croyait, l'étincelle qui plongera Cybertron dans la guerre civile. Quand on rencontre Megatron au début du film, ou plutôt D16 du coup, son nom d'origine, c'est un simple travailleur à la mine, tout comme son meilleur ami Orion Pax. Là où ce dernier est intrépide et cherche à avoir le plus d'informations possible sur la matrice du commandement, afin d'aider la société et être plus qu'un simple ouvrier, D16 est au contraire plus calme et passif. Il fait confiance en Sentinel Prime pour retrouver l'artefact et ramener l'énergon en quantité à la surface de la planète, se contentant de faire consciencieusement son travail dans les mines. Pour lui, Sentinel est un exemple de leadership, étant particulièrement perméable à la propagande de ce dernier et à son attitude très populiste. Humilité et présence, ça c'est du leadership, dira-t-il à propos du chef de Cybertron. Pourtant, s'il y a un bot que D16 admire encore davantage, c'est l'un des 13 Prime originels, Megatronus Prime. Ce dernier, connu comme le plus puissant et charismatique des Transformers originels, l'inspire au quotidien, et le moindre petit goodies en rapport avec lui le rend heureux. Je veux dire, regardez son visage quand Orion lui donne un petit sticker avec le visage de Megatronus, il est tout content là. C'est d'ailleurs un des premiers moments où on voit D16 avec un grand sourire, étant le reste du temps assez calme et ne remettant pas en question l'autorité. Il s'écrase face à Darkwing, respecte toujours les règles de sécurité, bref, il est exemplaire et se dit que rester dans le rang est la meilleure façon de progresser et d'avoir une vie correcte. Il ne manque cependant pas d'humour dans certaines situations, mais on sent aussi chez lui une certaine nervosité dès qu'une situation lui échappe. Je pense notamment au début de la course de Yacon, où il est excédé face à Orion, ou encore quand il pense avoir été la risée de Cybertron suite à cette dernière. En bref, le personnage est clairement défini et a du relief. Sa relation avec Orion Pax est notamment très palpable, avec une dynamique assez classique d'un personnage plus calme, avec un autre faisant davantage office d'électron libre. Voyez-y une vraie relation d'amitié, une bromance, ou même un peu plus que ça, libre à vous d'avoir votre interprétation. You did this for me? I did this for us.
Même quand il rencontre B127 et qu'il est passablement saoulé par la situation, il arrive à avoir quelques mots sympas pour lui. D'ailleurs, Orion utilise l'admiration de son ami pour Sentinelle pour le motiver à aller trouver la matrice avec lui. Il lui laisse imaginer le moment où il remettrait à son leader l'artefact légendaire. Ça serait l'opportunité d'une vie, et c'est donc ainsi qu'il se retrouve à la surface de Cybertron. À la surface donc, Elita, Orion, D16 et B127 finissent par découvrir la grotte où résident les dépouilles des Primes, suite à une bataille avec les Quintessons. C'est alors l'occasion pour lui de voir pour la première fois son idole Megatronus. Il découvre son corps et se recueille devant lui, une peine qui semble laisser place très rapidement à de la colère. Megatronus, tout comme les autres Primes, a été exécuté, et les Quintessons doivent en être les responsables. Mais lorsqu'il apprend que c'est Sentinelle qui les a trahis et a conduit les Primes dans un piège, sa haine s'exacerbe, même s'il a pendant un temps du mal à croire ce qu'il vient de voir. Après tout, peut-être que ces images ne sont pas exactement ce qu'il s'est passé. Mais aussitôt, il voit Sentinelle approcher au loin et se soumettre aux Quintessons, à qui il remet alors les stocks d'énergon extraits par les mineurs. Cette fois-ci, c'est une certitude, Sentinelle est un traître, et le voir en direct laisse D16 avec un sentiment de désillusion complet, un choc qui vient de transformer à jamais son existence. Pendant un instant, la colère qu'il a contre Sentinelle se déverse sur Orion. Il aurait presque préféré ne rien savoir et continuer sa vie, et ne voit aucune issue à leur situation actuelle. Le personnage vient de perdre tous ses repères, et n'en a plus qu'un, la volonté de tuer Sentinelle, le faux Prime à la tête de Cybertron, et de le traîner dans les mines pour que la population voie le traître qu'il est. C'est à ce moment que D16 commence véritablement à changer, étant désabusé et ayant perdu espoir. Sa vie entière venait de voler en éclats, toutes ses certitudes ont été ébranlées à jamais, et le chef à qui il avait fait confiance depuis toujours s'est révélé être un traître, et qui plus est, le meurtrier de son modèle Megatronus. L'espoir, il le retrouve un peu lorsqu'Alpha Trion lui donne, ainsi qu'aux autres, un T-Cog issu des Primes. Désormais, il est sur un pied d'égalité avec les autres Cybertroniens et peut donc essayer de mener à bien sa vengeance. D'ailleurs, aussitôt, il se sent prêt à se battre face aux troupes en approche, pensant avoir plus de chances de s'en sortir comme ça plutôt qu'en fuyant. Après l'obtention de son T-Cog, une scène clé arrive pour D16, le moment où, il tue son premier bot. Un simple drone peut-être, mais c'est une action qu'il fait avec une telle force et un tel entrain que ça peut presque mettre mal à l'aise. Ce qu'on voit là, ce n'est pas une descente dans la folie comme le Joker, D16 est totalement conscient et sain d'esprit. Non, c'est un moyen pour lui de commencer à extérioriser sa colère, c'est le début de sa révolte contre Sentinelle, qui est alors devenue sa raison de vivre. Et d'ailleurs, c'est un enthousiasme qui tranche avec Orion. Les rôles se sont presque inversés, Orion a compris le poids des responsabilités qui reposent sur ses épaules, et D16 se laisse au contraire davantage aller. Il n'a plus de système auquel se soumettre, il veut au contraire le détruire. Et ça se sent dans un échange tendu lorsqu'il récupère la carte Veriacon. Un peu plus tard, il est toujours énervé, mais plus calme. Orion arrive à discuter un peu avec lui, même s'il n'est pas franchement convaincu par les méthodes proposées par son ami. Pour lui, révéler la vérité à Yacon ne sera pas suffisant, vu à quel point les habitants adulent Sentinelle. Et dans un sens, on peut le comprendre, car il en faisait lui-même partie. Mais malgré tout, à ce moment, même s'il garde sa haine, je pense sincèrement qu'il aurait pu être encore raisonné, ou en tout cas que sa descente vers la violence aurait pu être atténuée, voire stoppée. Malheureusement, il fait la rencontre de la garde d'élite cybertronienne, les anciens soldats d'élite du régime des Primes, menés par Starscream. Et eux, autant dire qu'ils ont une philosophie bien radicale. Unifier Cybertron est vain à leurs yeux, et tout ce qui compte, c'est d'avoir un bot suffisamment puissant pour s'imposer par la force. Un message qui fait écho dans la tête de D16, qui laisse alors éclater sa rage contre Starscream et l'humilie totalement, non sans que ce dernier ne le pousse à bout. Il l'aurait probablement tué sans l'intervention d'Orion. Ses émotions font d'ailleurs apparaître son canon à fusion sur son bras, les armes des Cybertroniens pouvant visiblement se générer de la sorte ici, comme on le voit avec Bee et ses épées quelques scènes plus tard. D16 est donc le premier à générer une arme avec ses émotions, mais ça ne s'arrête pas là. En plus de sa motivation à tuer Sentinelle, il a désormais un groupe entier de personnes qui l'encouragent et sont prêts à le suivre. C'est d'ailleurs un poil ironique de constater que D16, un personnage issu des strates les plus basses de la société, prend la tête d'un mouvement constitué exclusivement de soldats d'élite haut placés de l'ancien système politique, à l'inverse d'Orion Pax, dont la révolte sera menée par ses collègues issus des mines de Cybertron. Capturé par les forces de Sentinelle,
Sentinel Prime, D16 est le seul bot à ne pas s'agenouiller face à lui. Il n'a plus rien à perdre de toute façon, et même si les autres bots le voient peut-être à ce moment tantôt comme un rebelle inspirant ou un inconscient, lui ce qui lui importe c'est de se dresser face à ce traître qui lui a tout pris. Sentinel a tué son idole, a créé une société autoritaire et inégalitaire, et D16 le prend personnellement. Il a été trahi, déçu par ce leader qui n'est qu'un faux Prime, et il compte bien lui faire payer. Peu importe si ça lui coûte la vie. Mais ce dernier va même aller plus loin, en révélant avoir pris le cog de Megatronus après l'avoir tué, et torturant D16 afin de lui graver sur son torse son visage, à partir du sticker qu'Orion lui avait offert en début de film. Donc là, plus de retour en arrière, D16 va au bout de son idée, et se relève face à Sentinel, même si selon toute vraisemblance, il va y laisser la vie. Au moins, il ne sera pas mort à genoux. Lorsqu'Elita et Orion Pax arrivent pour le secourir ainsi que les autres prisonniers, revoir son ami ne lui fait presque rien, il n'est focalisé que sur Sentinel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'alors que les trois autres vont diffuser les preuves de la trahison de ce dernier à la population de la ville, D16 se bat encore et encore. Il est moins fort que son adversaire, mais sa rage lui permet de lui tenir tête pendant un temps. Et lorsqu'il semble vaincu, c'est à ce moment que les vidéos sont révélées aux habitants de Yakon et qu'une révolte populaire semble commencer, aussi bien du côté des mineurs que des bots équipés de coques d'ailleurs. D16 saisit alors cette opportunité pour attaquer Sentinel, une action quasi suicidaire quand on y pense, car il les fait tous les deux plonger dans le vide, mais encore une fois, il n'est guidé que par sa haine à ce moment, et s'il doit mourir pour tuer Sentinel, alors il le fera. Cette attaque surprise permet à D16 de prendre un avantage décisif sur Sentinel, le faisant s'écraser et l'endommageant de sorte à ce qu'il ne puisse plus voler. Alors qu'il s'apprête enfin à passer à l'acte et à exécuter publiquement le traître de la planète Cybertron, il trouve sur son chemin son ami Orion Pax, qui va jusqu'à donner sa vie pour que D16 ne devienne pas un meurtrier de sang-froid. On sent véritablement un désespoir dans sa voix quand il dit que Sentinel mérite de mourir, comme si sa colère était mêlée à de la tristesse. Il sent que son ami devient alors un véritable opposant, jusqu'à ce que Pax le compare à Sentinel. Le coup de canon alors destiné à ce dernier est encaissé par Orion, ce qui fera brièvement revenir D16 à la raison. Mais cette tristesse, mêlée à la colère, crée alors les ingrédients pour le basculement final du personnage, lorsqu'il lâche son ami dans le vide et décide de poursuivre son objectif jusqu'au bout. D16 détruit alors les gardes de Sentinel, arrivés sur place, puis se saisit de ce dernier et parvient à le couper en deux, devant les yeux des habitants présents, ainsi que la garde d'élite qui acclame son action. Désormais appelé Megatron, il se sent galvanisé, plus puissant que jamais, surtout après s'être saisi du T-Cog de Megatronus Prime. Plus personne ne se trouve en travers de sa route, plus aucune boussole morale n'existe, et la volonté de tuer Sentinel se transforme en volonté de destruction de tout ce qu'il a bâti, au risque de tuer tout le monde sur son passage. Car oui, ça commence par Sentinel, puis ses suiveurs, puis pourquoi pas tous ses habitants, qui étaient soumis à lui et vivaient dans l'ignorance. Quelle est la limite à partir de là? C'est alors qu'Orion, revenu d'entre les morts en tant qu'Optimus Prime et détenant la matrice dans son torse, arrive et se dresse face à lui. Les deux meilleurs amis, qui avaient promis de veiller l'un sur l'autre, se retrouvent alors face à face. Un dénouement inévitable pour nous spectateurs, qui connaissons l'histoire de la licence. De la même façon que les spectateurs savaient que le basculement d'Anakin vers le côté obscur était inévitable, il en allait de même ici, avec l'opposition inévitable entre Optimus Prime et Megatron. C'est ce qu'on appelle l'ironie dramatique, le fait que le spectateur ait des informations que les personnages n'ont pas, et qui sait donc inévitablement comment se terminera le récit. La question étant juste, comment on en est arrivé là? Je le redis, mais cet affrontement est tout bonnement exceptionnel, épique et parfaitement chorégraphié, le point culminant de l'histoire et du drame entre nos deux protagonistes. Megatron est vaincu et sa colère retombe alors lorsqu'il n'a d'autre choix que d'admettre sa défaite. Lorsqu'Optimus le bannit de Yakon, on peut alors voir ses yeux passer du orange au rouge, être d'un coup moins brillant, montrant que malgré tout, il ressent toujours des émotions. De même, vous aurez peut-être remarqué ces petites marques visuelles sur son visage, rappelant des larmes. De l'aveu même du réalisateur Josh Cooley, oui, ce sont des larmes, qui évoquent ces émotions, mais aussi une référence au film de 1986, où après leur combat à mort, Megatron avait également cette sorte de liquide qui coulait sur son visage.
It's over, Prime. Alors que ce premier affrontement se termine et que la garde d'élite choisit de suivre leur chef, plutôt que de se soumettre de nouveau à un Prime, le conflit cybertronien ne fait que commencer. Megatron a été trahi par un système pour lequel il avait dévoué sa vie, par un leader en qui il croyait, le laissant sans repère et avec une simple volonté de vengeance personnelle. Obtenir un T-Cog et gagner en puissance lui a donné l'opportunité de laisser éclater sa colère, alors même que la garde d'élite, qu'il venait à peine de rencontrer, ont fait de lui le symbole d'une révolution, un rôle qu'il accepte, devenant leur nouveau leader et formant ainsi les futurs Decepticons. On pourrait penser qu'après avoir découvert la vérité sur Sentinelle, le vrai entre guillemets DCS s'est révélé et que sous cette apparence de bot sans histoire se cachait en réalité un potentiel meurtrier et une soif de violence jamais assouvie. Mais si on peut noter chez lui une certaine nervosité en effet, c'est la perte de tout ce qui faisait sa vie qui l'a fait vriller. Pas forcément une perte matérielle, mais une perte morale. Megatron espérait qu'en ne faisant pas d'histoire et en travaillant bien, il n'aurait pas d'ennui et pourrait mener une existence paisible. Mais il a en réalité dédié sa vie à un mensonge, à quelque chose qui n'avait pas de sens. Il n'avait alors plus aucune raison de se conformer à ce que ce système corrompu lui imposait. En basant son nouveau nom sur celui de Megatronus, il distord également ce que sont les Primes, et l'utilisation de son visage comme emblème des Decepticons renvoie aussi à ça, bien sûr, mais aussi à ce que Sentinelle lui a infligé, en le gravant littéralement sur son corps, comme marqué au fer rouge. L'insigne Decepticon est donc ici plus que le visage de Megatronus, mais aussi le symbole de la torture que l'ancien système lui a infligé. Il pense désormais être le seul à pouvoir mener Cybertron sur le droit chemin, s'étant totalement radicalisé. Alors même que Sentinelle était un traître, un faux Prime, et qu'Optimus en est pour le coup un vrai, porteur de la matrice, ça n'a plus d'importance. À ses yeux, cet ancien régime, cette ancienne façon de fonctionner pour Cybertron, doit cesser d'exister. Donc pour répondre à ma question initiale, est-ce que le véritable entre guillemets Megatron s'est révélé ? Pas vraiment. Le personnage tel qu'il est à la fin du film est le résultat de ce qu'il a traversé, mais aussi peut-être un oui qu'il y avait une certaine prédisposition pour la violence chez lui, un tempérament difficile à contenir face à une situation comme celle qu'il a connue. En somme, un alignement des planètes qui conduit à la création d'un tyran. Mais alors, Megatron avait-il raison? Est-ce qu'à notre époque, un personnage comme lui ne peut-il pas résonner encore plus auprès du public? Son opposition fondamentale avec Optimus Prime est dans la façon de régler la situation sur Cybertron. Ce dernier pense qu'en dévoilant la vérité au peuple, il se soulèvera. Megatron pense qu'au contraire, il est peu probable que ça se passe et que la meilleure stratégie est de tout bonnement tuer Sentinelle. La question est donc là, D16 pouvait-il s'accorder le droit de se faire justice lui-même? Sentinelle devait-il être exécuté directement? Car peu importe la solution, il y aurait eu des dégâts. Si Akon s'était soulevé, sans intervention de Megatron, Sentinelle aurait sans doute affronté avec ses troupes une partie de sa propre population. Et avec l'intervention de Megatron, certes il l'a tué, mais on peut aussi argumenter que le nombre de victimes collatérales a finalement été moindre. À court terme, car à long terme, quand on sait le sort qui attend Cybertron, c'est une catastrophe. La conclusion du dilemme d'Optimus Prime et Megatron est que l'un fait confiance aux autres et que l'autre ne fait confiance qu'à lui-même. Plus largement se pose la question de la radicalité pour changer le monde. A-t-on besoin de radicalité pour changer la société? Faut-il abattre des chefs symboles d'opulence qui trompent la population? D'ailleurs, ces questions sur Megatron ont résonné jusqu'à l'équipe du film. Lorsqu'on l'a interviewé avec Ada, Josh Cooley, le réalisateur, nous a confié que le script a été modifié pour rendre Megatron plus violent et plus en tort en quelque sorte, par crainte justement qu'il ne soit vu comme celui qui a raison. It wasn't in the test screening, it was in, we do screenings for ourselves early on, and so as we're building the different versions of the movie and trying to make it better, one of the versions was, we were working really hard on making it clear that Megatron was kind of right, just so it doesn't feel like he's just a bad guy for no reason. And we did it too well at one point because it was like, well, he's kind of right to do that. And we're like, okay, that doesn't feel right. We can't have the villain being that correct. And so we made him go too far. So that he's right, but then he acts incorrectly. Et pourtant, même dans le film final, c'est ce que beaucoup ont dit. Et ça se comprend. De nos jours, de plus en plus de personnes sont en perte de repères, perdues dans une société toujours plus inégalitaire, avec des dirigeants politiques plus désolants les uns que les autres. Quand on commence à tout perdre et qu'on ne fonde plus aucun espoir dans un avenir perçu comme toujours plus sombre, il peut être tentant de vouloir tout faire brûler.
L'origin story de Megatron telle que présentée dans Transformers One est excellente, le personnage a été bien cerné, de même que sa dualité avec Optimus Prime, et rien que ça, eh bien c'est une première sur grand écran, où jusqu'à maintenant, on avait eu droit à un Megatron certes badass, mais qui n'accomplissait pas grand chose et n'était pas caractérisé au-delà de son aspect de grand méchant. Cependant, pour beaucoup de raisons, on sent les quelques concessions qui ont été faites aux matériaux de base, comme les comics IDW ou l'univers de Transformers Prime. La principale d'entre elles est le fait que Prime comme Megatron soient tous les deux des travailleurs à la mine, et donc tous deux originaires des strates plus basses de la société. Dans les comics, Megatron était un mineur et Orion Pax un policier, un chargé de la sécurité, vivant dans des conditions davantage favorables. De même, dans l'univers de Transformers Prime, l'un était un mineur devenu gladiateur, l'autre un archiviste pour la ville de Yacon. C'est justement lorsque Megatron lance un mouvement de contestation politique qu'Orion Pax se rapproche de lui et qu'ils deviennent amis. Car oui, justement, c'est là aussi un point majeur, mais dans ces comics, Megatron ne croit pas du tout dans le système politique en place sur Cybertron. Il a été fait mineur par contrainte, dans le cadre du régime fonctionniste alors en place, qui définit le rôle de chaque bot dans la société, de par sa forme de corps et son mode alternatif. Poète à ses heures perdues, il écrit un manifeste sur son temps libre et inspire d'autres cybertroniens à le rejoindre, notamment d'autres individus opprimés ou mis à l'écart, ou au contraire d'autres plus haut placés mais qui souhaitent renverser le régime en place. Les Decepticons sont effectivement davantage issus des classes inférieures de la société dans les comics, même si une fois que la guerre commence, les deux camps sont formés de bots d'origine sociale variée. A l'inverse, dans Transformers One, on a, par simplification, des Decepticons anciennement combattants d'élite et des Autobots anciennement mineurs, mais il ne fait aucun doute que d'un côté comme de l'autre, il y aura des changements de camp. Peut-être même que certains mineurs souhaiteront rejoindre Megatron, de même que certains habitants de Yacon. Pareil pour Jetfire ou autres côté Decepticons. Il faut bien voir qu'ici, on est au tout début du conflit, que les deux camps sont nouvellement formés et les allégeances pas encore entièrement ancrées dans le marbre. Une chose est sûre, adapter Megatron de façon encore plus proche des comics que ça ne l'a été, aurait assurément rangé encore plus de personnes derrière lui dans le grand public. Mais adapter de telles storylines sur seulement 1h40 aurait été extrêmement casse-gueule, et de l'aveu même de Josh Cooley ainsi que du producteur Lorenzo Di Bonaventura, les principales modifications faites, notamment sur le choix de faire Dorion et D16 des mineurs tous les deux, sont dues aux contraintes de l'adaptation ciné. Et ça n'est pas du tout un mal, les comics sont un média différent du cinéma, et on ne peut qu'apprécier la façon dont toute cette histoire a été adaptée, en s'inspirant de plusieurs itérations de la franchise, créant ainsi une œuvre unique mais en même temps universelle. Je le redis, mais effectivement, si Transformers One est sa propre histoire indépendante, c'est aussi un film qui peut servir d'origin story à la franchise dans son ensemble. Enfin, 17 ans après la sortie du premier film live, Paramount a rendu justice au personnage de Megatron. J'ai déjà eu l'occasion de revenir sur sa version du Bayverse, donc je ne vais pas le faire de nouveau. Cependant, Transformers One nous montre que ce n'est pourtant pas dur de proposer une bonne adaptation de Megatron, et en particulier son origin story. Car en soi, je reviens à mon propos de début de vidéo. Megatron est un méchant que l'on peut classer dans le syndrome Magneto, surtout dans Transformers One. Ce que j'apprécie cependant avec lui, c'est qu'en fonction de ses versions, il est tantôt un méchant très manichéen et fun, tantôt un méchant plus nuancé, mais tout autant plaisant à suivre. Il est indéniablement le personnage le plus mémorable du film à mes yeux, grandement porté par la performance de Brian Tyree Henry, qui arrive à le rendre attachant et pourtant toujours aussi impressionnant quand c'est nécessaire. Lui aussi, c'est pour moi la performance vocale du film, et c'est un choix parfait pour cette version. En bref, pas besoin de passer par 4 chemins, j'ai adoré ce Megatron, et je veux en voir plus autour de lui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, c'est peu mais ça aide beaucoup. Abonnez-vous et mettez la cloche pour ne rater aucune des prochaines sorties, et commentez pour me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite pour du nouveau contenu. Ciao!